Bonjour. Alors cette tête, c'est une tête de malade. Euh, on pourrait, on pourrait penser qu'il a utilisé des filtres Snapchat ou autre, mais c'est pas le cas. Euh, on pourrait croire aussi que ça relève du service dermatologique, mais c'est pas le cas non plus. C'est plus grave que ça. En fait, ce visage, c'est le visage d'une personne atteinte de leucémie dendricelle. Alors c'est un mot un peu barbare, mais en fait c'est tout simplement une leucémie de la moelle osseuse dans sa forme la plus rare. 14e cas en France depuis 20 ans. Voilà, je vous laisse pas plus longtemps sur ces photos. Je vais vous raconter son histoire, parce que c'est la mienne. Bon, alors déjà, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, parce que j'ai beaucoup de choses à raconter. Donc je ne sais pas si je ferai ça sur une vidéo ou sur plusieurs. Et puis, alors pour les gens qui se sentent pas concernés, vous pouvez zapper. Mais il faut savoir que ce que je vais raconter, ça peut arriver à n'importe lequel d'entre vous. Quand j'ai connu le, quand j'ai connu le nom de ma maladie, j'ai fait des recherches sur Internet comme beaucoup de malades, hein. Beaucoup de personnes, quand elles apprennent qu'elles soient atteintes d'un mal, euh, d'un mal quelconque, et encore plus quand c'est une maladie rare, on fait des recherches, forcément. Et quand j'ai fait mes recherches sur Internet, je n'ai absolument rien trouvé. Alors j'ai trouvé des explications sur la maladie en elle-même. Je savais que c'était une leucémie dans sa forme la plus rare, mais c'est tout. Je sais que je suis le 14e patient en France, mais les 13 autres qui ont eu la maladie avant moi, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Je n'ai trouvé aucun témoignage dans Google. Donc je me suis dit, il faut que j'en parle. Parce que moi, je suis le 14e cas, mais il y en aura un 15e et un 16e et un 17e. Et j'aimerais que ces gens sachent ce qui va leur arriver, ce qui peut potentiellement leur arriver. Et, et, et je vous dis, ça peut tomber sur n'importe lequel d'entre nous. Il faut savoir qu'avant qu'on découvre que j'ai cette maladie, je n'allais jamais chez le médecin. Les seules fois où mon médecin me voyait, c'était pour renouveler mon ordonnance d'opiacés, parce que voilà, c'est les seules drogues que je prenais dans ma vie. En 2012, j'ai mon nerf sciatique droit qui a été sectionné, et pour éviter les inflammations, les brûlures de la fesse jusqu'au gros orteil, je prends du tramadol et du Lyrica, euh, qui soulagent mes douleurs pour la journée. Ces ordonnances sont renouvelables tous les 3 mois. Donc le médecin me voyait simplement tous les 3 mois pour que je renouvelle mes ordonnances. Tout ce qui était angine, crève, grippe, même le Covid, je suis passé à travers en étant qu'à contact 2 fois. Euh, donc j'avais des anticorps tellement costauds que je me pensais presque invincible. Euh, c'est con à dire comme ça, mais si je le dis, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas chez le médecin, qui se disent, moi, il peut rien m'arriver, je ne tombe jamais malade. C'est un peu le discours que j'avais et j'ai vite déchanté. Ça a démarré tout doucement. C'est parce que les photos que vous avez vues au début,
c'est après 8 mois d'attaque, je dirais. Là, vous pouvez voir mon visage, il a retrouvé un aspect humain. Hem, au tout début que au tout début que ça m'a attaqué, c'était en vers août, septembre 2022, 2023, je suis perdu. Non, 2022, 2022, c'était bien 2022. Août-septembre 2022, j'ai une petite tache qui apparaît là sur le front, du côté droit. Mais ça démarrait vraiment, c'était une petite tache, voilà, une petite tache, rosée, un peu rose. Et puis donc, bah, moi quand, je sors de ma douche le matin, je reste pas 3 heures devant mon miroir à m'admirer, donc, j'ai pas prêté attention à cette tache. Et puis vers le mois de octobre, novembre, bah, il se trouve que la tâche a commencé à prendre un peu d'ampleur. Elle commençait à s'agrandir là sur le côté. Et puis moi j'y ai pas prêté attention, mais pendant ma pause, à 10 heures du matin, je descends, avec mes collègues, fumer mon petit cigare. Et puis j'ai une de mes collègues, qui me dit: «Ben Philippe, ta tache elle prend de l'ampleur là sur ton front». Bah, je lui ai dit: «Écoute, je sais pas, j'ai pas prêté attention». Donc, quand, je suis rentré, à la maison le soir, je me suis mis devant le miroir et je me suis dit: «Bah, effectivement, cette tache, elle prend de l'ampleur». Et mais vraiment sans plus que ça. Je me suis pas inquiété, outre mesure. Je me suis dit: J'ai peut-être pris un coup de soleil pendant les vacances et je m'en suis pas rendu compte», enfin voilà. Ensuite, au mois de on arrive au mois de janvier. La tâche, commence à s'amplifier et et il se trouve que j'ai rendez-vous chez mon médecin traitant, pour renouveler mon ordonnance. Donc, il me fait mon ordonnance, il me demande si ça va et je lui parle de la tache sur mon front et puis il me dit: «Oh c'est rien, c'est une dépigmentation, mais si vous voulez, je peux vous faire passer une prise de sang». Sauf qu'il m'a fait passer une prise de sang, la prise de sang basique, qu'on fait à tous les vieux cons de 50 ans, c'est-à-dire, cholestérol et diabète, voilà. On fait pas de recherche de marqueurs, cancérigènes, pourquoi faire? On se le demande. Donc, je fais la prise de sang et sans surprise, hein, il y a rien à signaler. Et puis les mois passent et la tâche, grandit de plus en plus. Mais quand je dis de plus en plus, en fait, ça m'a pris là, vraiment tout le front. Ça faisait une forme de cœur. J'avais une forme de cœur là sur tout le front, qui était rose au départ. Ça faisait un rose, un peu le rose, du cul d'un bébé en fait. Donc voilà, là c'était vraiment flagrant. Et, et, euh, et puis donc, entre janvier et mars, donc, j'ai cette grosse tache, sur le front, qui démarre, par un rose, cul de bébé. Et puis qui vire au violet, petit à petit, les semaines passant, ça vire au violet et puis d'un seul coup, je me retrouve avec un kyste là sur la joue droite, un espèce de kyste qui pousse. Puis mes joues, c'est pareil, elles ont pris, bah, mes joues, elles se sont, comment je dirais? Elles se sont violacées aussi, de façon comme vous le voyez comme vous avez pu voir sur les photos du début.
Mes joues se sont violacées, j'ai une espèce de kyste qui est apparu. Et puis en prenant ma douche, je me rends compte que j'ai un kyste aussi qui apparaît sur le thorax. Et en me regardant un petit peu dans le miroir, comme ça, en faisant un peu de flexion du tronc, je me rends compte qu'il y a une espèce de grosseur qui pousse aussi dans mon dos. Donc au mois de mars, je retourne voir mon médecin traitant, euh, en sachant qu'entre janvier et mars, j'essayais d'appeler un dermatologue parce que je me suis dit c'est pas possible, j'ai un problème dermatologique et il faut vraiment que je consulte. Sauf que les cabinets de dermatologues, quand on les appelle, ils sont aux abonnés absents. Et quand on va sur Doctissimo ou Doctolib, il n'y a pas de place avant 6 mois, un an. Donc c'est un peu, la croix et la bannière pour obtenir un rendez-vous. D'ailleurs, j'en ai pas obtenu. Et au mois de mars, donc je retourne chez mon médecin. Je lui dis regardez la gueule que j'ai, c'est pas possible, j'ai quelque chose. Et puis il était avec un stagiaire, un futur médecin, et il demande l'avis à son futur médecin. Il lui dit qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as déjà vu ça là depuis tes études? Et le jeune il lui dit bah non, non, franchement ça me dit rien. Et puis mon médecin il me dit écoutez moi ça relève pas de mon sort. Je pense que vous devriez voir un dermatologue. J'ai écouté le dermatologue, ça fait 3 mois que j'essaye de l'appeler. Il n'y a personne qui répond. Euh, donc il a appelé de son téléphone portable. Et puis, par miracle, la secrétaire a décroché son téléphone. Donc il a parlé de mon cas. Il a dit j'ai un patient qui a le visage un peu défiguré. Je pense pas que ça relève de mon sort. Est-ce que vous pouvez le recevoir? J'ai un rendez-vous pour le 21 mars. J'étais trop content, c'était donc une semaine après que je sois allé chez mon médecin. Le 21 mars, le dermatologue me regarde et puis il me dit ah monsieur Kono, je crois que je pourrais rien faire pour vous, c'est pas un problème dermatologique que vous avez. Mais je dis mon médecin, il sait même pas ce que j'ai, il sait pas ce que j'ai, il sait pas. Enfin, je commençais à me mettre un peu en colère, quoi, parce que ça commençait à me saouler d'être ballotté comme ça. Et il me dit, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous laisser comme ça. Il me dit, je vois que vous avez une grosseur sur la joue, je vais faire une biopsie euh, mais je vais pas vous laisser repartir comme ça. Et puis je lui dis, bah la grosseur, j'en ai pas qu'une là sur la joue, j'en ai une aussi sur la poitrine, j'en ai une dans le dos. Donc il me fait mettre en slip directement. Et puis il me demande mon autorisation pour prendre en photo. Donc il me prend en photo sur toutes les coutures. J'étais un peu comme les mannequins modèles, sans être un modèle ni un mannequin. Et donc voilà, il me prend en photo et il me dit si ça vous dérange pas, je vais envoyer ça au service hématologique du CHU d'Amiens. Il me dit je pense que ça sera plus dans leur domaine de compétences. Et il me dit en attendant, je vais vous faire 3 biopsies et puis je vous appelle dès que j'ai les résultats. Donc il me fait les biopsies, je retourne bosser normalement. Et puis Non, pardon, c'était le 14 mars, je me perds dans les dates. J'ai eu mon rendez-vous le 14 mars. Le 21 mars, il me rappelle. Donc une semaine après. La secrétaire m'appelle, elle me dit Monsieur Kono, docteur Balthazar voudrait vous revoir. Est-ce que vous pouvez venir le plus rapidement possible?
Bah, je dis: «Écoutez, là, je suis au boulot, j'arrive, je préviens mes collègues, que je m'absente» et je donne son nom, hein, au docteur Balthazar parce que je lui dois énormément. Je peux même dire que je lui dois la vie, à ce docteur. C'est un très jeune médecin, mais en fait, au premier regard, il a su que j'avais un problème, grave et quand je suis arrivé dans son cabinet, il me dit: «Monsieur Conneau, malheureusement mes craintes étaient fondées, vous êtes atteint d'un lymphome». Alors, rien que d'entendre le nom lymphome, ça me percute un peu, mais sans plus et là, il me dit: «En fait, vous avez une sorte de leucémie». Il me dit: «Mais là, ça relève, plus du tout de mes compétences. Hem, j'ai envoyé vos résultats au CHU d'Amiens et vous aurez très vite de leurs nouvelles» et effectivement, 2 jours après, mon entretien avec le docteur Balthazar, je reçois une convocation du CHU d'Amiens, un rendez-vous avec le professeur Marolleau. Professeur Marolleau qui est, aussi, un excellent professeur. Hem, donc le 28 mars, je me présente au CHU d'Amiens et là le professeur Marolleau m'explique exactement le problème que j'ai réellement. Il me dit: «En fait, vous avez une leucémie, de la moelle osseuse, sous la forme la plus rare». Il me dit: «Vous êtes notre 14e patient depuis 20 ans». Il me dit: «Vous avez tiré le gros lot, au niveau de la maladie et» il me dit: «Mais rassurez-vous, on va vous prendre en charge, on va prendre soin de vous et on va faire, tout ce qui est possible pour, vous sortir de là». Alors, bien sûr, ça m'a effondré, parce que je m'attendais pas à ça, pas du tout. J'étais à 1000 années de m'imaginer que je pouvais être atteint d'une saloperie pareille et suite à mon rendez-vous du 28 mars, les choses se sont enchaînées très, très vite et heu et je dirais que mes premiers pas vers l'enfer, ont commencé là. Hem, le 2 avril, je suis hospitalisé. Alors, je suis hospitalisé, mais je ne sais pas pour combien de temps, c'est la surprise. Alors, ça, c'est le côté un petit peu casse-couille avec les médecins comme ça qui sont un peu cachotiers. On te fait venir, on va te faire subir des chimios, mais on te dit pas pour combien de temps tu en as. Heu, il y a même pas une date approximative, on vous injecte de la chimio et puis, après on avisera. Donc donc voilà, au début je suis rentré, quand la secrétaire m'a appelé, pour que je me présente au service d'admission. Je lui ai demandé, qu'est-ce que je mets dans ma valise, pour combien de temps j'en ai? Elle me dit: «Oh, prévoyez une dizaine de jours». Donc moi j'ai mis 10 jours de slip, 10 jours de t-shirt, 10 jours de pantalon, et ainsi de suite et finalement ils m'ont gardé 3 semaines. Pendant 3 semaines, c'était, 3 poches de chimio différentes, hem, tous les jours, tous les jours avec une pause, des fois il y avait une pause de 24 heures, entre la prochaine séance. Hem, je suis tombé en aplasie, mes plaquettes blanches avaient pris un grand coup dans la gueule, donc j'étais un légume dans mon lit
et mais j'étais, totalement, oui, totalement légumineux. J'avais plus de réaction, j'étais mou, j'étais vraiment 2 de tension, puis encore 2 de tension, c'est gentil. Je dirais que j'étais plutôt à 1 et je me suis jamais senti dans un état aussi, au aussi faible que ça. Moi qui n'avais jamais eu de problème, là d'un seul coup je me retrouve, comme un légume dans un lit et de là je subis ma première re transfusion, de plaquettes blanches, parce qu'elles étaient vraiment descendues, très, très bas. Mes globules blanches, commençaient aussi à prendre, de sérieux coups dans la gueule et donc voilà, ça a duré, 3 semaines, comme ça. Au bout de 3 semaines, on me dit, «Bon, ben, monsieur Kono, vous êtes, vous êtes sortant et on va vous laisser tranquille, pour 8 jours. Heu, on se revoit la semaine prochaine». Je bois un petit peu de café, ça me fait du bien. Donc je suis rentré à la maison. J'étais j'étais totalement épuisé. Pendant ces 8 jours, je n'ai rien pu faire. J'ai profité d'absolument rien du tout. Parce que le soir, j'étais tellement fatigué qu'à 20 heures j'étais au lit. Et puis, je me levais pas avant 10 heures, midi. Euh, donc voilà. Et puis, je suis reparti donc la semaine d'après. Cette fois-ci, la séance de chimio a duré beaucoup moins longtemps, 15 jours. Sauf que, pas de chance, je me tape une pancréatite. Alors la pancréatite, c'est horrible, ça fait horriblement mal. Euh, Vous avez l'impression qu'on vous poignarde dans le ventre et que la lame du poignard, elle reste là dans le ventre et qu'on la triture un petit peu dans tous les sens. Donc on me colle sous morphine. Et puis là, je vois que les médecins, bah, en fait, ils viennent autour de mon chevet, aussi bien aussi bien la médecin référente, le docteur Joris, qui est le spécialiste des greffes, que le médecin interne qui s'occupe de moi à ce moment-là. Euh, il se pose des questions, il se demande ce qui va pas, parce que bah, c'est la première fois apparemment qu'ils ont ce phénomène sous les yeux. Donc on me met sous morphine, on attend que ça se passe, et puis en même temps, bah, ils m'injectent pas tout l'antidote. Ils sont obligés d'arrêter, sinon ça va me déglinguer le pancréas. Donc ils me font rentrer à la maison au bout de 15 jours. Euh, Toujours pareil pour 8 jours de repos. Et puis ils me font revenir pour un troisième cycle. Le troisième cycle, il s'est passé nickel. Je suis tombé sur un jeune médecin interne, euh, qui a anticipé pour l'antidote. Il m'a mis, en même temps qu'il m'injectait l'antidote, il m'a injecté des antidouleurs assez puissants, de manière à ce que l'antidote passe tout seul. Et c'est ce qui s'est passé. L'antidote, l'antidote a fait son effet. Enfin, il a été injecté en dose, dans les doses où il devait être injecté. Et puis les antidouleurs à côté de ça ont empêché une nouvelle pancréatite. Euh,
Quand je parle d'antidote, en fait, c'est parce qu'il y a des poches de chimio qui sont très puissantes. Hem et pour stabiliser cette chimio qu'ils vous ont injectée dans le sang, quand ils ont fini quand ils ont fini de vous injecter ce protocole de chimio, ils vous injectent un antidote pour, stabiliser les chimios qui sont dans votre corps et pour éviter, les dégâts au niveau des reins, du foie, et tout ce qui s'ensuit. Donc cet antidote, il est vraiment, nécessaire. C'est pas une coquetterie de la médecine, il faut vraiment l'injecter et et donc là, ce troisième cycle, c'est parfaitement passé. Ensuite, j'ai un quatrième cycle. Ce quatrième cycle, bah, je suis tombé sur une nouvelle interne, une autre interne qui apparemment n'a pas bien regardé mon dossier et tout ce qui s'ensuit. Donc elle m'a injecté les chimios et puis au moment de m'injecter, l'antidote, elle a été de bon cœur, elle m'a injecté les antidotes, mais au bout de la deuxième poche, pancréatite. J'avais tellement mal que j'en hurlais, hein, dans mon lit. Je suis pas quelqu'un de douillet à la base, je suis pas bon, bien sûr, je n'aime pas les aiguilles, mais voilà, je suis quelqu'un qui est assez, normalement, je suis assez coriace à la douleur. Alors pour que j'en vienne à gueuler dans mon lit, c'est que vraiment je souffre. Hem, la pauvre interne, ne sait pas où se mettre. Elle se demande: «Mais qu'est-ce qu'il faut que je dois faire?» Et donc elle appelle, d'autres médecins pour qu'ils donnent, leur avis et puis là, il y a c'est une infirmière qui lui a dit: «Bah, monsieur Kono, il a déjà fait une pancréatite». A dit: «Je crois qu'il avait été mis sous morphine». Donc après quelques heures de palabration dans leur coin, elles ont fini par me mettre une poche à morphine avec un bip là, on se fait des shoots, nous-mêmes et autant vous dire que je me suis shooté la gueule, les 2 premiers jours, tellement je souffrais. Après 2 jours, la douleur commençait à s'estomper et donc j'avais plus besoin d'appuyer sur le bouton, parce que faut savoir que la morphine quand même c'est dégueulasse, ça vous met dans un état, un peu second et donc à moins d'être un peu barge sur les bords, on n'en abuse pas plus que ça et quand on en a plus besoin, on n'utilise plus, donc voilà et de là, je suis rentré à la maison. Hem, toujours dans le but de me reposer un peu avant d'attaquer la phase finale. Donc tout ça, ça a duré donc du 2 avril jusqu'au 6 juillet. Le 1er juillet, enfin début juillet, on me fait un myélogramme, un nouveau myélogramme et puis, quand la médecin est venue me voir dans ma chambre le 6 juillet avec mes papiers de sortie et tout ce qui s'ensuit, elle me dit: «Monsieur Kono, j'ai une bonne nouvelle, vous êtes en rémission». On l'a eu, il y a plus de cellules dans votre moelle, donc voilà, c'est la première bonne nouvelle et ensuite, la deuxième bonne nouvelle, c'est on vous a trouvé un donneur. Hem, parce qu'il faut savoir que pour cette, putain de maladie, des séances de chimio, ne suffisent pas. Hem, dans le sens où la chimio va vous soigner donc déjà,
déjà au mois de mai-juin, j'avais retrouvé mon visage là. Il restait encore quelques taches résiduelles, mais j'avais retrouvé le visage humain. Et donc au mois de juillet, ils m'ont dit: «On est dans l'urgence, parce que là vous êtes en rémission, mais on ne sait pas pour combien de temps. Donc il vous faut une greffe de moelle osseuse». Et cette greffe de moelle osseuse, bah, elle est programmée pour le mois d'août, le 17 août exactement. Et donc au mois de juillet, je suis rentré à la maison donc du 6 juillet jusqu'au 2 août. Je suis rentré à la maison, mais en fait, c'était pas vraiment pour me reposer, c'était pour pouvoir aussi passer tous les examens, post-greffe au CHU d'Amiens. Donc j'ai vu une quantité phénoménale de médecins, de spécialistes. On a été jusqu'à me fouiller dans le trou du cul pour voir si j'avais pas des lésions, des polypes, ou des hémorroïdes qui seraient saignantes ou autres. Ils fouillent partout, partout où il peut y avoir des infections sanguines. Ils fouillent de manière à ce qu'il n'y ait pas de soucis pour, pour opérer une greffe. Donc j'ai fait des examens cardiaques, des examens pulmonaires. D'ailleurs, pneumologue, si tu vois ma vidéo, euh, voilà, ça c'est pour toi, parce que tu es jeune, tu es non-fumeur, donc tu casses les couilles aux gens qui fument 5 cigarios par jour pour se détendre. Euh, donc voilà, aujourd'hui on est au mois de décembre, et je fume mon petit cigario. Bon, je vais pas le fumer entièrement, parce qu'il y a des non-fumeurs sûrement qui vont regarder la vidéo. Euh, donc voilà, j'ai passé donc toute une batterie d'examens. Qui au final, sur tous les spécialistes que j'ai vus, aucun n'a émis de aucun n'a émis d'objection à ce que je subisse une greffe. Tout mon organisme répondait, aux critères, pour pouvoir bénéficier d'une greffe, sans qu'il y ait de soucis particuliers. Hem, donc de là, je vois la spécialiste des greffes, le docteur Joris, qui m'explique toute la procédure de A à Z. Tout ce qu'ils vont me faire pendant les 15 premiers jours d'hospitalisation. Donc, greffe prévue le 17 août. Donc, du 2 août au 17 août, on m'a injecté 4 chimios différentes. Ils appelaient ça des chimios décapantes. Alors, la première semaine, j'ai subi la première chimio. Euh, euh, Elle s'est pas contentée de me décaper la moelle osseuse. Je me suis retrouvé avec des pieds qui ont quadruplé de volume. Alors là, encore une fois, panique à bord, parce que le docteur Joris, qui est spécialiste des greffes, et donc elle connaît ses produits, elle sait ce qu'elle utilise. Et elle me dit: Monsieur Kono, personne ne nous a jamais fait ça. Et elle me dit: donc là, je ne sais pas quoi faire. Alors quand la spécialiste des greffes regarde les dégâts qui sont causés sur tes jambes et tes pieds, et qui te dit qu'elle ne sait pas quoi faire, euh, tu te dis: putain, je suis mal barré. Euh, donc ça, c'était au mois d'août, hein. Aujourd'hui, on est au mois de décembre. On est le 21 décembre exactement. J'ai toujours les pieds en feu. Alors, ils ont retrouvé leur volume normal, mais j'ai toujours des sensations de brûlure,
Oui, c'est des brûlures, dans les pieds quand je marche et c'est assez perturbant et désagréable. Ensuite, ensuite, bah, je tombe aussi en aplasie. Hem, je perds, je perds, je perds le goût des choses. Tout ce que je mets à ma bouche me paraît, dégueulasse, infect, à vomir, donc j'arrive plus à manger. On est obligé de me foutre une sonde, dans la gueule comme au mois d'avril, et ça, je crois que c'est le côté le plus désagréable, en fait, dans ces putains de traitements, c'est de se retrouver avec une sonde, gastrique, parce que déjà faut se la farcir comme ça dans le pif, c'est très désagréable à, mmh, à avaler, parce qu'il faut l'avaler, hein, ni plus ni moins. Et donc voilà, je me retrouve avec une sonde, pour me gaver de compléments alimentaires et que je perde pas trop de calories, hem, donc voilà. Ensuite, on en vient au jour J, la greffe. Donc 3 jours avant la greffe, en fait, j'avais un PICC line dans le bras. Ce PICC line, donc je l'ai eu du mois d'avril jusqu'au mois de août. Au mois d'août, mon médecin, l'interne qui s'occupe de moi, il me dit: «Monsieur Conneau, le PICC line, ça fait trop longtemps qu'il est dans votre bras. On va le retirer. Je vais vous installer un cathéter dans le cou et puis, comme ça la greffe passera dans un cathéter, tout neuf, tout propre et pour nous, ça évite les risques d'infection». Donc voilà, donc il fait ses manœuvres, il m'installe le cathéter et puis le 17 août, donc on m'injecte, la nouvelle, moelle osseuse. Hem, donc du 17 au 21, je suis un peu dans le gaz, mais je dirais que ça va. Je dirais que ça va dans l'ensemble et puis le 21 août, aux alentours de 1h30, 2 heures du matin, je me rappelle plus tellement parce que j'étais un peu dans un autre monde. Je me réveille en pleine nuit, je n'arrivais plus à respirer. Alors déjà, après la greffe, on m'avait mis un tube à oxygène là, et ils avaient dû régler ça sur 3. Hem, donc là, je m'accroche à ma potence et je suis essoufflé comme un bœuf. Je n'arrive pas à retrouver mon souffle et je crie au secours dans ma chambre et en même temps, je bipe les infirmières. Alors elles ont été très vite et elles m'ont vu comme ça, totalement paniqué, dans mon lit, à moitié assis. Je me cramponnais à la potence là et elles m'ont rassuré. Elles ont augmenté le taux d'oxygène, pour que je puisse respirer un peu mieux. Mais en fait, c'était pas suffisant, donc elles ont appelé le médecin interne qui est venu. Il est intervenu assez rapidement et il me dit: On va vous faire passer un IRM». Donc on m'emmène, jusqu'à l'IRM et puis à l'IRM, on détecte rien. On me fait retourner dans ma chambre. Sauf que ça a pas duré longtemps, le lendemain, hem, le lendemain, je me suis retrouvé, exactement dans le même état. Hem, j'étais en détresse respiratoire.
les infirmières ont augmenté le taux d'oxygène au maximum, c'est-à-dire 10 dans les chambres. Et malgré cette augmentation d'oxygène, je ne trouvais toujours pas, je trouvais toujours pas mon air. J'étais complètement essoufflé et j'ai eu vraiment l'impression de crever à petit feu. Je me suis dit, je me suis dit, putain, j'ai traversé tout ça et je vais crever là 3 jours après la greffe. C'est quand même con. Et puis le médecin interne décide de me refaire passer un IRM, mais cette fois avec un produit de contraste. Ce putain de produit là qui te brûle jusqu'au trou du cul quand il te l'injecte. Et bah là, en fait, il décèle qu'il y a une bactérie qui s'est infiltrée dans mes poumons, dans mes intestins et bien sûr dans mon sang. Donc je ne retourne pas dans ma chambre. On me dirige directement sur le service réanimation. Alors moi qui ai horreur des piqûres, j'en ai jamais eu autant en une seule journée. Ils m'ont piqué de partout, dans les bras, dans les mains, dans les poignets. Euh, J'en avais ras-le-bol. Et, et j'étais entouré d'une armada de médecins, d'infirmières. En fait, j'étais arrivé à un point où je me demandais qui était qui, tellement il y avait de monde autour de moi. On m'a collé un masque sur la gueule avec oxygène à fond de balle. Et puis voilà, donc ils m'ont fait des prises de sang, des gaz de sang. Enfin, ils m'ont fait la totale pour trouver ce qui m'attaquait et qu'est-ce qu'était cette putain de bactérie. Alors au début, ils m'ont soigné avec des antibiotiques à spectre large. Comme ça, ils étaient sûrs de plus ou moins niquer cette putain de bactérie. Sauf que les antibiotiques à spectre large n'avaient aucun effet sur elle. Et, et donc pour en revenir à l'oxygène, j'étais arrivé à un tel point. Je vous ai dit tout à l'heure que les infirmières m'avaient monté à 10 dans la chambre. Là, en réanimation, ils m'ont mis à 80. D'ailleurs, 80, c'est tellement fort qu'on a l'intérieur des narines là, qui brûle. Ça brûle, ça fait très mal, ça sèche les narines. Et j'ai su que j'étais à 80 justement quand je leur en ai parlé. Je leur ai dit j'ai les narines en feu. Et là, il y a une infirmière qui est. Donc, elle a pris mes constantes pour voir à combien je respirais. Et puis, elle m'a dit bah, je vais baisser à 70. Là, vous êtes à 80. Et effectivement, donc, à 70, déjà, je respirais beaucoup mieux. À 80, je peux pas dire que je respirais mieux. euh, Parce que ça me brûlait tellement les narines que en fait je me rendais pas compte si je respirais ou pas. Mais à 70, oui, je me suis senti un peu délivré. Je respirais et mes narines me brûlaient déjà beaucoup moins. Et puis ils m'ont gardé comme ça quelques jours. Alors je saurais pas vous dire exactement combien de temps. Euh, euh, Parce qu'en fait j'étais entre deux mondes. J'avais des périodes de lucidité où je me rendais compte que j'étais dans une salle stérile et puis qu'il y a des médecins qui venaient comme ça travailler dans ma chambre. Et puis bah, après je m'enfonçais dans des trucs où j'étais plus là en fait. J'étais un petit peu ailleurs et
j'étais déstabilisé, et déconnecté de la réalité, en fait. Après, j'ai réalisé que j'étais dans un état un peu pitoyable, quand ils ont appelé mon fils. Parce que quand on remplit les documents, quand on rentre à l'hôpital, ils nous demandent, qui prévenir en cas de souci. Donc j'avais désigné mon fils, heu et quand j'ai vu mon fils, débouler, dans la chambre, hem, alors moi je sais pas quelle gueule j'avais, hein, parce que j'avais pas de miroir. Mais quand j'ai vu la tête de mon fils, je me suis dit: «Ça doit pas être beau à voir». Et donc ils l'ont appelé en urgence pour qu'il vienne vider ma chambre, parce que comme il savait pas combien de temps il me gardait, en fait, fallait qu'il vide, ma chambre, parce que j'avais mon PC portable, j'avais mes bijoux, enfin j'avais plein de choses de valeur et fallait qu'il vienne les chercher. Et donc après quelques jours, il y a le médecin du service de réanimation qui vient me voir et puis il me dit: «Bon, bah, écoutez, on a réussi à avoir la bactérie». C'est pareil, pendant ces quelques jours où ils m'ont gardé, ils m'ont retiré le cathéter que j'avais, que l'interne m'avait posé 3 jours avant la greffe, parce qu'il se trouve que cette putain de bactérie, bah, heu, elle est passée par là et donc elle a fait son œuvre, hein. Elle a failli me buter cette putain et donc ils m'ont posé un autre cathéter avec, plusieurs voies pour m'injecter les antibiotiques, les compléments alimentaires. Parce que c'est pareil, ils m'ont c'est le seul plaisir que j'ai eu en fait, c'est quand ils m'ont retiré la sonde gastrique, parce que comme il y avait plusieurs voies sur le cathéter, du coup, ils m'injectaient les compléments alimentaires aussi, par le cathéter. Ce qui est beaucoup plus agréable que cette putain de sonde, dans le pif. Donc au bout de quelques jours, ils me disent: «Bon, ben, on a eu la bactérie, vous êtes plus en aplasie, hem, on va vous ramener dans votre chambre». Alors ils m'ont ramené dans ma chambre et puis là, bah, je me suis remis tout doucement. Hem, alors, à savoir aussi que, c'est un peu le côté humiliant de la situation, c'est que, quand je suis, en fait, avec mes pieds qui ont quadruplé de volume, le fait que je sois tombé en aplasie et tout ce qui s'ensuit, je suis resté plusieurs jours sans pouvoir me déplacer, pour aller dans la salle de bain ou autre et donc j'ai rien vu, comment je dirais? Hem, j'ai pas vu en fait ce qui se passait physiquement là sur mon visage parce qu'en fait quand je suis arrivé au mois d'août, j'avais mes cheveux, j'avais ma barbe et puis, quand je me suis relevé, 3 jours de ma sortie, le 1er réflexe que j'ai eu, c'est d'aller dans ma salle de bain pour voir un peu, à quoi je ressemblais et puis, ben, là, j'ai découvert que je n'avais plus aucun cheveu, plus de barbe, j'avais plus de poils nulle part sur le corps. Hem, donc tout mon système pileux a volé en éclats. Là, mes cheveux ils sont en train de repousser. Là, j'ai du duvet qui pousse et
Ma barbe, elle est repoussée aussi, mais bon, maintenant elle est plus rousse, elle est blonde. Et, et puis, euh, donc pour en revenir au côté humiliant, euh, c'est que comme je ne pouvais plus bouger de mon lit, on est obligé de me toiletter. Euh, le, la première fois que euh, merde, c'est pas un infirmier, c'est un aide-soignant. Euh, J'avais un aide-soignant qui, bah, à chaque fois que je le voyais, c'est quand il m'apportait mon plateau repas ou quand il venait me prendre mes constantes, mais c'est tout. Et là, un matin, il est arrivé, il me dit, Monsieur Kono, je vais vous faire votre toilette. Euh, je lui dis, ok, mais vous me toilettez comment? Bah, il me dit de la tête aux pieds. Je dis, mes pieds, vous y touchez pas. Ils sont trop douloureux. D'ailleurs, ils avaient pris la décision de me mettre une espèce de voûte au niveau des pieds pour pas que les couvertures soient en contact euh, sur mes membres. Et donc j'ai dit les pieds, on n'y touche pas. Et puis bon, il me fait comprendre que c'est une toilette corporelle intégrale. Euh, donc ça veut dire que c'est un mec qui va me laver la bite. Et, et je suis pas trop chaud à cette idée. Donc je lui demande s'il a pas une collègue qui serait pas disponible à la place. C'est pas que je sois un obsédé, mais voilà. Et il comprend pas trop ma réaction parce que d'habitude les mecs, bah ils sont contents de se faire nettoyer par des mecs. Mais bon, moi c'est pas mon cas. Et puis bah il me fait comprendre que ses collègues féminines sont occupées sur d'autres patients et qu'il y a que lui de disponible. Donc j'ai pas d'autre choix que d'accepter parce que de toute façon je veux pas rester comme ça dans ma transpiration de la nuit et tout ce qui s'ensuit. Donc je suis bien obligé de me laisser toiletter. Et, et puis ça, bon, bah, on fait avec. Alors je suis tombé sur plusieurs aides-soignants comme ça, des mecs, des jeunes en plus, des très jeunes qui étaient. Je l'ai appris que fin août, en fait, c'était des étudiants qui avaient pris ce job-là pour l'été, pour se faire un peu de pognon. Mais moi, je pensais qu'ils étaient aides-soignants à la base. Et donc, bon, bien sûr, ils avaient les notions, hein, ils faisaient des études en médecine. Mais se faire nettoyer le cul comme ça par des gamins, euh, c'est très humiliant. Ensuite, c'est pareil, comme je pouvais pas aller pisser non plus tout seul, ils m'ont rentré une sonde dans la bite. Euh, Autant vous dire que ça fait super mal. Euh, c'est c'est super douloureux. Et, et puis alors c'est deux infirmières qui me l'ont installé. Et puis elles m'ont dit, Monsieur Kono, ça va vous faire un bien immense. En fait, quand vous aurez envie d'uriner, ça partira directement dans la sonde et ça ira dans une poche. Euh, Vous allez être tranquille. Sauf qu'à chaque fois que j'avais envie de pisser, ça me tirait dans la verge. C'était horrible. Et ça durait comme ça pendant 2 3 minutes. Alors 2 minutes, ça paraît pas long quand on parle comme ça. Mais quand c'est une douleur intense comme ça dans la bite, 2 minutes, ça paraît. En fait, c'est très très long. Et donc voilà. Et au mois de septembre, donc au mois de septembre, je suis rentré. Euh, alors au début, quand on subit la greffe, on se dit bon,
on est greffé, c'est bon, on rentre à la maison et puis, basta. Mais non, en fait, il y a un suivi derrière, un très long suivi. Hem, Au début, c'est 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, donc pour moi, c'était le mardi et le vendredi. J'arrivais le matin à 8h15, on me fait une prise de sang et puis, le médecin vient nous chercher dans la salle d'attente, de l'hôpital de jour vers, 11h, midi. Et puis avec selon les bilans sanguins, ils aménagent les doses d'anti-rejet et et donc, j'ai le cool kiné. Et donc voilà, pendant un mois comme ça, donc j'avais rendez-vous 2 fois par semaine. Le premier mois donc au mois vers le 20 septembre à peu près, on m'a fait un myélogramme pour les un mois de greffe et quand j'ai eu les résultats la semaine d'après, le myélogramme était propre. Il annonce une rémission totale à 100. Donc déjà, c'est un bon point. Et puis de là, quand, la médecin a vu mes prises de sang, elle m'a dit: «Monsieur Conneau, on n'a plus besoin de se voir 2 fois par semaine, on va diminuer à une fois par semaine». Donc bah, ça fait du bien, parce que moi j'habite, quand même à 60 kilomètres du CHU d'Amiens. Même si c'est pas moi qui conduis, je suis dans un taxi, mais les allers-retours comme ça, c'est crevant. Bah, il y a l'aller-retour sur la route et puis, l'attente, dans la salle d'attente de l'hôpital de jour, c'est très long aussi. Et donc ensuite jusqu'au mois de la mi-octobre jusqu'à fin novembre. Donc j'y allais une fois par semaine. Et puis là, depuis le 28 novembre, mes rendez-vous sont espacés à un mois. Maintenant, j'y vais une fois par mois. Euh, j'ai eu un autre myélogramme à 3 mois de la greffe, le 17 novembre. Le résultat était le même que pour le premier myélogramme, c'est-à-dire rémission à 100%. Et, et maintenant, le prochain myélogramme, il sera vers le mois d'août, à un an de la greffe. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai subi donc pendant mes hospitalisations. Euh, et là aujourd'hui, au mois de décembre, je suis toujours pas remis à 100% comment je vais dire, euh, en fait, je manque encore d'énergie. Je peux pas faire je peux pas faire énormément de marches. Là, depuis quelques semaines, j'arrive à remettre mes baskets fermées normalement. Euh, et puis, à mon dernier examen là du 28 novembre, en fait là, donc j'étais avec le docteur Joris, hein, la spécialiste des greffes. Elle m'a ausculté de la tête aux pieds, elle m'a fait mettre en torse nu, et puis elle a constaté des lésions cutanées dans mon dos. J'avais les mains aussi complètement crevassées, alors que je ne m'expose pas au froid, je ne touche pas de produits corrosifs ni rien. Et elle me dit ça, Monsieur Kono, c'est un signe de rejet. Et donc,
je devais arrêter les anti-rejets là, le 10 décembre. Bah, du coup, je suis obligé de les continuer jusqu'au 14 janvier. C'est la prochaine date de visite. Et, et donc voilà. Donc je suis obligé de prendre les anti-rejets et en même temps de comment je vais dire, en plus des anti-rejets, je dois me pommader le plus possible avec des crèmes à base de cortisone. Et, donc voilà. Euh, Après, aujourd'hui, au 21 décembre, euh, je peux dire que je vais beaucoup mieux. Euh, je vais beaucoup mieux. Ça fait septembre, oui, ça fait 3 mois que je suis à la maison, sans plus subir d'hospitalisation, de putain de sonde dans le pif, parce que j'en ai eu à chaque hospitalisation en fait, parce qu'à chaque fois je tombais en aplasie et donc j'avais le droit à la sonde. J'ai une nutritionniste qui doit être payée à la sonde, parce que même 3 jours avant ma sortie, elle voulait m'en coller une autre dans le pif. Et j'ai dit non, il est hors de question. Les, les- les sondes, j'en ai ras-le-bol. On m'en a foutu partout où il y a des trous. Donc pour moi, c'est terminé. Je ne veux plus entendre parler de sondes. Donc toutes ces libérations là font que bah, déjà le moral va beaucoup mieux. Euh, Ensuite aujourd'hui si je veux parler de tout ça, c'est justement pour essayer de rassurer les gens qui découvriraient qu'aujourd'hui ils sont atteints de cette même maladie. Euh, donc en fait pour conclure, on passe par des phases vraiment ténébreuses. Euh, Chaque cycle de chimio est synonyme de souffrance, hein, faut pas se le cacher. Mais, mais en même temps, on est porté par la voie de la guérison. On se dit s'il faut en passer par là pour aller mieux, pour guérir, bah allez, on le fait. Et puis c'est pareil, je plains les personnes qui sont seules, les personnes qui sont atteintes de maladies et qui sont seules, euh, parce que la solitude, il n'y a rien de tel pour briser un moral à zéro. Euh, Moi, j'ai la grande chance d'avoir 5 enfants. J'avais le soutien de mes enfants. J'ai 4 petits-enfants. Il y en a un qui était en route. Et quand je me suis retrouvé en réanimation, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas crever là. Euh, j'ai 4 bébés qui sont là, que j'ai envie de voir grandir, que je veux voir évoluer. Déjà, mes propres enfants, j'ai la chance qu'ils aient tous réussi dans la vie. J'ai pas d'enfants chômeurs en fait. Ils ont tous des métiers, je vais pas dire importants, mais si quand même. Ils ont tous des bons métiers dans les mains. Et donc même mes enfants, si aujourd'hui ils sont grands, j'ai envie de continuer à les voir grandir, à les voir évoluer, parce que c'est mes enfants. C'est toujours mes bébés en fait. Euh, Ils ont beau. Maintenant, c'est des adultes, tatoués, vaccinés, mais
ils ont pas fini d'évoluer dans leur vie et je veux être là pour voir, je veux être là comme ça pour voir, jusqu'où ils pourront aller et puis, bah, c'est pareil pour mes petits-enfants. Mes petits-enfants sont là, je veux les voir grandir, je veux les voir pousser, je veux les voir évoluer donc donc voilà, je me suis accroché à ça et puis mon fils, quand il est venu me voir à l'hôpital, pour, récupérer mes affaires, il m'avait apporté une petite photo de Jonas et puis il l'a accrochée sur le tableau de la chambre et donc dès que j'ouvrais les yeux le matin, c'est le la première chose que je voyais de positif, dans cette atmosphère stérile, c'était mon petit bonhomme là qui était là et je me suis dit: «Toi mon bébé, il faut que je sorte de là en pleine forme et que je te prenne dans mes bras, que je te fasse des câlins, que je te vois pas uniquement en photo». Donc tout ça, ça m'a permis de m'accrocher, de tenir bon et voilà, quelque part si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à déjà à cet acharnement, l'acharnement thérapeutique qu'il y a eu, des médecins, à me bombarder de chimio et tout ce qui s'ensuit pour que je m'en sorte. Mais il y a aussi, l'amour de mes enfants, de mes petits-enfants qui m'a qui m'a porté haut et ils m'ont servi de pilier. Heu, donc voilà, donc pour toutes ces personnes qui tombent, malades, essayez de trouver quelqu'un dans votre entourage, essayez de accrochez-vous, accrochez-vous à quelque chose, à un rêve, n'importe quoi, mais ne baissez pas les bras et tout est possible. Aujourd'hui, oui, je sais que je suis en rémission. Ça ne veut pas dire que je suis en guérison. Hem, mais après, je me dis qu'avec la chance, heu, mon donneur était, un jeune Allemand de 20 ans. Donc j'ai une moelle, voilà, moi aujourd'hui j'ai 55 ans. J'ai la moelle d'un jeune de 20 ans dans mon corps et je me dis que je me dis qu'avec, toutes les chances, du monde, cette moelle, ne peut pas retomber malade. En tout cas, c'est comme ça que j'essaye de voir les choses, j'essaye de rester positif. Je pense pas au en fait, je pense pas au fait de retomber malade. J'y pense pas, je ne veux pas y penser. Hem, là, je ne subis plus de souffrance et j'espère continuer comme ça encore, une quarantaine d'années. Donc voilà, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, j'y répondrai et puis donc voilà, il me tenait à cœur de faire cette vidéo de témoignage. Heu, bon après bien sûr, je vous ai pas tout raconté parce que 6 mois c'est beaucoup trop long, mais je vous disons que j'ai mis, dans les grandes lignes, dans les grandes lignes, ce que j'ai traversé et ce que vous pourriez potentiellement traverser. Hem, sinon, bah, comme je vous dis, les pancréatites apparemment, je suis le premier à réagir, comme ça. Donc
Si vous subissez le même traitement, il se peut très bien que bah, les séances de chimio passent crème et que vous rentriez chez vous beaucoup moins épuisé que je l'étais. Puis après, c'est pareil, je me dis que j'avais quand même, j'avais 54 ans quand ça m'est arrivé. Euh, je pense on se remet pas de la même manière quand on a 20 ans que quand on en a 54. Donc voilà. Euh, voilà, j'espère que ça aidera un peu de monde, même si ça peut, même si ça, voilà, même si ça peut soulager ne serait-ce qu'une personne, bah, je serais content d'avoir fait cette vidéo. Et voilà. Bon, j'ai mon gros qui m'appelle. Je vais essayer de vous le montrer un peu. Voilà. Ça, c'est mon monsieur Bidou. C'est pareil, il a passé des mauvais moments aussi, mon pépère. Parce que bah, il a été plusieurs mois sans me voir. Enfin, plusieurs semaines, je dirais. Euh, la greffe en elle-même, j'étais absent de la maison pendant 36 jours, ce qui est énorme pour un chat. Heureusement, j'ai ma nièce qui était là. Elle a été là pour lui du mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Enfin, elle a été là aussi bien pour lui que pour moi. Euh, Elle a fait beaucoup d'allers-retours entre chez moi et l'hôpital pour prendre mon linge sale, pour me ramener du change, pour me ramener ce qui me manquait. Et puis, euh, et puis donc voilà. Euh, Ça c'est pareil. Je pense que si j'avais pas eu ma nièce Jennifer euh, à mes côtés, j'en aurais chié. J'en aurais chié et donc je la remercierai jamais assez de d'avoir pris soin de mon chat, de mon appartement et de moi-même pendant tous ces mois. Donc voilà, voilà, cette fois je termine la vidéo et bah, je vous dis tchuss. Salut les gens.